Quand j'ai créé Amtex, je l'ai fait avec une envie qui est tirée de mes expériences professionnelles, mais c'était de me dire, voilà, une petite structure peut offrir un niveau de performance, d'exigence et de qualité quasi instantanément dès sa création parce qu'on réfléchit à son modèle organisationnel. Et cette envie d'aller vers ce modèle idéal pour moi, elle est venue de ce que j'ai trouvé de très bien chez certains de mes employeurs ou de clients de mes employeurs et aussi de ce que j'avais trouvé parfois trop bridant, trop limitant, trop lourd. C'est de me dire voilà, aujourd'hui tu vas créer un modèle d'organisation innovant qui permet à une structure, même au début de 3-4 personnes, de prétendre à un niveau de productivité, de suivi, de gestion de projet qu'on trouve chez les grands comptes. Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier, l'un des co-créateurs du podcast, et aujourd'hui, je vous amène direction la Corrèze à la rencontre de Fabrice Marsalex, CEO de Amtex, société d'ingénierie mécanique et mécatronique. Tourneur devenu ingénieur, Fabrice a un parcours atypique et inspirant digne des plus grands. Venant d'un milieu modeste, il n'a pas été exposé à l'entrepreneuriat dans son entourage en grandissant. Pourtant, c'est avant ses 10 ans qu'il créa une petite entreprise dans laquelle il créait des programmes pour ses camarades de classe. J'ai trouvé passionnante son approche à propos du produire en France, qui ne repose pas sur les charges sociales et coûts humains, mais sur le système de performance structurelle. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Fabrice. Bonne écoute! Fabrice, ma première question, ça serait, est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots ta société, ce que vous faites? Alors déjà, merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je participe à cette émission. Donc Amtex EAC, c'est une société d'ingénierie mécanique et mécatronique. Par mécatronique, j'entends la capacité à intégrer dans la phase de développement de produits les composantes mécaniques, mais aussi électroniques et software. Donc l'entreprise a été créée en janvier 2008 et on est basé à Donzenac en Corrèze, juste à côté Brive. Donc nous sommes 25 personnes. Nous avons aussi 2 établissements secondaires, un qui est à Lyon et un second qu'on a ouvert au mois de mars de cette année à Nantes. Quels sont vos principaux secteurs applicatifs? Vous travaillez pour quel type d'industrie? Vos clients, de manière générale, si tu devais faire un profil type du client, ça serait quoi? Quel type d'industrie? Des gros, des petits? On a fait un choix à la création de l'entreprise. Alors déjà de travailler pour plusieurs secteurs d'activité, surtout pas dépendre d'un secteur. Et ensuite, petit à petit, notre portefeuille de clients, de typologie de clients a évolué. C'est vrai qu'au début, on travaillait beaucoup avec des PME, quelques startups sur de l'accompagnement au développement de produits process innovants. Mais avec l'expérience, les références qu'on a acquis avec le temps, aujourd'hui, on a plutôt un spectre de clients qui tend à être, on va dire, de la grosse PME, ETI et du grand groupe, avec aussi un accès au marché international. On garde aussi quand même un lien fort avec les startups parce que voilà, notre expertise en développement produit process fait que on est aussi à même d'accompagner les startups sur le développement de leurs produits. Et donc, au niveau des secteurs applicatifs, est-ce que vous êtes dans tout le secteur industriel, je sais pas, l'automobile, l'aéronautique, ou est-ce que vous avez des secteurs en particulier? Donc ça serait ma première question. Et puis la deuxième, ça serait comment vous accompagnez notamment par exemple les startups au niveau process? Tu parlais de process concrètement. Comment ça se concrétise? Pour la première question, on travaille vraiment à peu près avec tous les secteurs d'activité. Alors forcément, dans lesquels nos champs de compétences ont un sens. Mais en effet, l'automobile est un secteur assez important chez nous, mais on a aussi l'aéronautique, la défense, et on va dans des activités un peu plus éloignées de la mécanique pure, on va dire, qui sont l'industrie de la filière bois. Par exemple, on a eu plusieurs sujets innovants dans le cadre pour une tonnellerie, pour la production de tonneaux. Et notre accompagnement qu'on propose aux startups, c'est-à-dire que on va apporter cette capacité à industrialiser un produit en partant d'une phase de R&D avec un cycle itératif relativement réduit. C'est-à-dire que par notre propre expérience qu'on a sur le développement de nos produits, je reviendrai un petit peu plus tard dessus,
on est conscient des contraintes techniques et surtout économiques de mise sur le marché que rencontre un concept. C'est-à-dire qu'on va être capable, dans un laps de temps relativement réduit, d'apporter aux startups une définition prototype très proche d'une configuration, on va dire, pré-série, voire série. Est-ce que tu peux donner un exemple de produit que vous avez aidé justement à développer par des startups? Oui, on a eu, par exemple, un sujet qui nous a été soumis sur une fiabilisation d'une sous-fonction d'un produit. Voilà, donc c'était une entreprise qui a développé des caméras pour faire de la cartographie aérienne et qui avait une problématique sur une fonction, une problématique de fiabilité. Et donc là, le client nous a fait part de ses problèmes, de son état d'avancement de son produit, nous a demandé de reconcevoir intégralement la fonction en intégrant la phase de test et de caractérisation de la solution technique qu'on a développée. Donc c'est passé, donc forcément il y a beaucoup d'échanges avec les clients et on a développé donc une nouvelle architecture de produit qui avec une approche assez originale sur l'intégration des cartes électroniques dans la partie mécanique, parce qu'en plus il y a des grosses contraintes dimensionnelles. Et en parallèle, on a développé un banc de test. On a en interne réalisé le prototype. Donc on a la capacité à la fois d'usiner certaines pièces on va dire de forte valeur ajoutée, et également de réaliser l'électronique. Donc ce qui gagne énormément de temps sur les phases de développement, puisqu'on peut directement apporter toutes les modifications quasiment instantanément. Et ensuite, on a monté l'équipement sur le banc de test, on a fait les caractérisations et on a pu mettre en place des protocoles d'essai pour atteindre les objectifs de durée de vie souhaités par le client. Voilà un exemple de collaboration, mais voilà, on a plein de l'approche, on va dire à peu près souvent la même, c'est-à-dire partir d'une problématique technique sur lequel nos clients voilà ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent, mais c'est être capable rapidement de leur apporter une solution qui a un vrai sens industriel. D'accord. On va revenir plus en détail sur ce que vous faites après, mais maintenant ce qui m'intéresserait c'est que qu'on parle un peu de toi, que tu nous expliques un peu ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette société il y a maintenant une dizaine d'années. Alors j'ai un parcours relativement typique, puisque j'ai commencé par un BEP, un CAP tourneur, et dès cette époque-là, j'avais l'envie de créer mon entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai eu relativement tôt en moi, et même auparavant, j'avais déjà réfléchi lorsque j'étais collégien à développer mon business en faisant des petits logiciels que je revendais à mes camarades de classe. Voilà, donc j'avais toujours eu cette fibre d'entreprendre. Comme je le disais, profil atypique, donc BEP, CAP, ensuite Bac F1, un DUT, une école de management. Bon, il a fallu que je fasse mon armée. Durant l'armée, j'ai eu l'occasion de faire une formation dans les matériaux composites, pour essayer de mettre à profit mes 10 mois de service militaire. En sortie de mon service militaire, j'ai travaillé rapidement sur des fonctions méthodes d'entrée de jeu dans des PME. Donc j'ai pu être confronté à mettre en pratique mes compétences théoriques, techniques, en management également, et j'ai eu une opportunité de prendre une fonction de responsable production dans une unité de production de sommiers mécanisés, toujours en Corrèze, et le directeur de cette structure m'a fortement motivé à reprendre mes études pour faire un diplôme d'ingénieur en cours du soir au CNAM. Donc, je suis ingénieur en mécanique des structures et des systèmes. Dans un challenge assez fou, je l'ai fait en 3 ans. Et donc, j'ai pu ensuite intégrer l'IFMA, l'Institut français de mécanique avancée, et le laboratoire qui s'appelait anciennement le LAMI, qui m'a offert la possibilité d'effectuer un stage de 11 mois en tant que responsable de projet sur le développement d'un robot à structure parallèle. Et au terme de ces travaux de recherche, on m'a proposé de prendre la direction de la plateforme de transfert de technologie de cette école d'ingénieurs. J'ai travaillé pendant 3 ans, donc là c'était en Auvergne, et au terme de ces 3 ans, l'envie et différentes opportunités m'ont amené à franchir le cap et à trouver le bon contexte pour créer Amtex. Et donc on est revenu en Corrèze pour des raisons de
d'optimisation de temps de trajet entre l'Auvergne et la Corrèze, puisque au préalable, avant de créer Mtex, j'ai participé au rachat d'une société d'usinage avec laquelle on avait commencé à collaborer lorsque j'étais basé en Auvergne. Voilà, mais la problématique de temps de trajet entre les deux sites était vraiment très pénalisante. Et donc on a décidé, quand on a créé Mtex, avec mon associé, de le faire sur Brive. Et on a commencé avec un schéma là aussi très particulier, puisque au début, sur les 2 premières années, je n'ai pas travaillé à Mtex. J'ai travaillé les soirs et les week-ends pour Mtex, mais j'avais une fonction de directeur d'exploitation industrielle dans la société d'usinage auquel j'avais participé au rachat. Le but étant de limiter au maximum la masse salariale d'Mtex sur sa phase de lancement. Et donc on a commencé avec une personne à temps plein et un temps partiel. Et petit à petit, on a commencé à développer notre business et ma présence a été plus justifiée, et donc j'ai pu rejoindre Mtex 2 ans après à temps plein. Tu disais que à la sortie de tes études, tu as directement rejoint une PME. Est-ce que c'était un choix délibéré de ta part de dire je préfère aller dans une PME plutôt que dans un grand groupe, ou c'est juste une question d'opportunité qui s'est présentée, tu l'as saisie? Alors, c'est avant tout un choix de carrière. J'aime dire un peu que je suis un peu un électron libre, c'est-à-dire que j'ai besoin de suivre mes projets, d'avoir de l'autonomie dans mes décisions, et j'ai besoin du challenge. Et pour moi, les PME offrent beaucoup d'incertitudes, mais offrent du coup énormément de challenges, que ça soit du challenge technique, organisationnel. Donc c'est vraiment une volonté de m'orienter vers les PME. J'ai toujours travaillé dans des petites structures. J'ai eu l'occasion, lorsque j'ai travaillé dans le site de fabrication de semelles mécanisées, c'était une structure où on était une 30aine de personnes, par contre attaché à un groupe international. Donc c'est à ces moments-là où j'ai pu aussi me rendre compte de la puissance que pouvait apporter un groupe quand il décide de mettre les moyens pour faire évoluer une structure, mais aussi des freins que l'on peut rencontrer, puisque les sphères de décision sont très 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 éloignées, et que c'est des phases où il faut apprendre à travailler différemment. Donc cette phase-là a été très enrichissante. On apprend à être beaucoup plus débrouillard et à faire avec les moyens du bord. Mais ça a été ma seule incursion, on va dire, dans des structures de grosse taille. Les PME m'ont toujours intéressé. C'est pour ça aussi que je prends aussi beaucoup de plaisir dans mon quotidien à Mtex, puisqu'il y a ce côté challenge qui est quasi constant tout au long d'une journée. Et justement, donc, quand tu as créé Mtex, d'après ce que j'ai compris, tu connaissais déjà ton associé d'avant. Mais qu'est-ce qui vous a donné le déclic de vous dire ça y est, là c'est le moment de se lancer? Des bières. Alors, il est trop bu et non, mais c'est réellement dans un bar. Mon associé avait eu une idée qui était de développer des robots à pattes. Et on s'était dit, tiens, ça pourrait être original de proposer des robots, plutôt que des robots à roues, des robots à pattes, parce que les pattes présentent certains avantages d'évolution sur du sable, typiquement, là où avec des roues, on va être très rapidement tendance à s'enfoncer. Une structure à pattes va avoir, par la cinématique, la capacité à se déplacer plus aisément sur ce type de sol. Donc on est parti un soir sur le concept de dire tiens, si on déclinait ça en jouets dans plein de configurations différentes. Une entreprise, c'est aussi c'est une rencontre d'hommes, et on s'est dit tiens, c'est l'occasion de se lancer. On a à peu près la même vision de ce que peut être le business. On est assez fou pour se lancer dedans. On a un concept et on a une ébauche de technologie. Est-ce que on n'essaierait pas? Donc on a fait une première tentative. On allait voir quelques prospects en leur proposant. Alors il faut savoir qu'au début, on était tout à fait conscient que si on faisait que de la R&D sur du développement produit, ça risquait d'être problématique passer 3-4 ans. Donc on a pris le business model de dire on fait de la R&D avec nos propres technos, mais on fait de la prestation. Donc première étape, ça a été de voir si les prestations qu'on proposait, principalement simulation numérique, elles trouvaient un écho
auprès des différentes cibles que l'on avait. Ça n'a pas été, je pense que nos cibles n'étaient pas bonnes, donc ça nous a pas donné le voyant vert. Entre-temps, j'ai parlé du rachat de la société d'usinage. Ça nous a donné une autre approche, d'autres points d'entrée, d'autres prospects à aller voir. Et sur la deuxième itération, on s'est dit, OK, on a le bon business model, on a les compétences, et au travers du partenariat qu'on a grâce à la société qu'on a rachetée, on va pouvoir se lancer, créer notre business. Donc, c'est un mix entre l'humain, la rencontre avec une personne qui a des compétences complémentaires, qui va donner aussi cette confiance dans se lancer dans le projet, mais avec malgré tout une approche assez rationnelle, de bien aller voir les clients, et on a préféré attendre un an avant de se lancer, en étant sûr qu'il y avait du potentiel. Alors, sachant que la notion de sûr, elle est toute relative. Par rapport à ce que tu dis, moi, j'ai deux questions qui viennent à l'esprit. La première, c'est par rapport à ton associé. Est-ce que dès le début, vous vous êtes fixé des rôles bien précis entre qui fait quoi et voilà. Et puis la deuxième, tu parlais des prospects. Donc, comment vous avez identifié vos premiers prospects? Est-ce que c'était via vos précédents postes dans différentes entreprises, ou est-ce que vous avez fait déjà dès le début un réel travail de prospection? Donc moi, je suis ingénieur en mécanique avec un parcours professionnel, PME, industrie. Mon associé sortait d'école de docteur, donc avait le côté très théorique, pas l'approche, c'est logique, pas l'approche pratique industrielle. Donc on s'est un petit peu réparti les tâches en fonction de nos profils, c'est-à-dire que lui on a eu une activité simulation numérique qu'on a lancée à ce moment-là, qui s'est fortement développée après, et la partie R&D, c'est lui qui pilotait ces travaux-là, et moi je m'assurais de la partie organisation, production, qui était en lien avec les sujets sur lesquels il travaille. Alors, faut savoir que dans notre entreprise, il y a eu j'ai parlé d'un temps partiel. Il y a une autre personne qui a rejoint très rapidement l'équipe et qui a apporté une contribution très forte qu'il faut pas négliger quand on crée une entreprise. C'est la partie administrative, suit à tout ce qui est achat, parce qu'on avait aussi une partie sous-traitance. Voilà, donc on a eu la chance aussi d'avoir une collaboratrice qui était qui a vraiment investi beaucoup de son temps dans l'entreprise, et l'a aidé à se développer. Parce qu'on se rend compte que dès qu'on franchit un certain cap, il y a le technique, il y a l'organisation, mais les fonctions support dans une entreprise sont très rapidement importantes. La comptabilité, les RH, ainsi de suite. Même quand on n'est pas très nombreux, ça peut très rapidement prendre. Si on veut respecter toutes les règles que l'on doit respecter, c'est très chronophage. Et c'est très très important comme fonction. Ce qui permet aussi de me laisser moi le temps d'aller sur la partie prospect, d'aller chercher des nouveaux clients. Pour répondre à la deuxième question, on avait dans mon approche, il y a eu cette volonté de créer l'entreprise en parallèle du rachat d'une autre, c'est-à-dire être capable d'aller faire une offre globale. C'est-à-dire quand il y avait une entreprise d'usinage qui faisait de l'assemblage, et nous on était la composante ingénierie, donc ça permettait dans un effort, alors sachant qu'en plus moi j'avais un double rôle, puisque j'avais la fonction de gérant d'Amtex et de directeur d'exploitation industrielle de notre structure, c'était d'être capable d'aller voir des clients et en leur proposant des prestations globales, d'ingénierie jusqu'à l'assemblage et fourniture de sous-ensemble. Donc ça m'a permis d'utiliser aussi le potentiel client de l'entreprise d'usinage et d'un effort commun avec les deux, d'aller voir des prospects qu'on avait identifiés. Et en parallèle, sur l'activité propre d'Amtex, sur la partie simulation numérique, on a fait du démarchage d'abord en local auprès de toutes les sociétés qu'on connaissait dans le bassin industriel, et petit à petit, un phénomène assez important, le bouche à oreille marche très très bien. La prescription est un bon vecteur de développement dès qu'on a une prestation qui se passe bien. Alors surtout que nous, au début, on était tout petits, donc on intervenait en 3 à 4e rang. C'est-à-dire que le travail qu'on faisait sur une notice de calcul, elle était lue par toutes les structures jusqu'au donneur d'ordre final.
Donc dans la mesure où la qualité du travail était présente, ça fait rapidement de la publicité et on s'est rendu compte que certains de nos clients actuels sont venus parce qu'ils avaient vu passer une notice et sont venus nous solliciter en direct sur d'autres besoins. Voilà. Donc le côté prescription nous a beaucoup aidé et nous aide clairement encore énormément aujourd'hui. À la création de la société, est-ce que vous vous êtes fait accompagner, que ce soit par les CCI ou par des réseaux d'entrepreneurs pour vous aider à démarrer, ou vous avez tout fait tous les deux, entre guillemets, tout seul dans votre coin? Alors, on a globalement été assez fous pour faire beaucoup de choses tout seul. Par contre, alors la CCI, on a eu quelques relations au début. Ils nous ont accompagnés, ils nous accompagnent encore sur certains sujets de façon ponctuelle. On a eu une structure, alors qui a maintenant changé de nom, ça s'appelait Limousin Expansion. On a eu la chance de tomber sur une interlocutrice qui nous a accompagné dès le début, nous a trouvé aussi les bons leviers auprès de la région pour les faire du montage de dossiers, nous a identifié les sujets sur lesquels on pouvait se positionner pour aller chercher de la subvention. Voilà. Donc c'est plutôt au travers de cette structure qui s'appelle maintenant l'Agence de développement pour l'innovation pour la Nouvelle-Aquitaine, suite à la refonte des régions, qui nous a vraiment aidé. Mais c'était sa mission, c'était d'aller d'aider les entreprises venant d'une région extérieure, sachant qu'au moment où on a créé Amtex, on était basé en Auvergne, de les aider dans leur installation dans l'ex-Limousin. Et tu parlais de ton envie d'entreprendre que tu as eu dès le collège, avant d'essayer de vendre des petits systèmes de calcul à tes camarades. Est-ce que tu as eu des modèles d'entrepreneurs autour de toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre si jeune? Alors, je suis absolument pas d'une famille d'entrepreneurs, famille d'ouvriers. C'est le côté création qui me plaît dans l'entrepreneuriat. Voilà. J'aime créer, j'aime imaginer des choses. Je fais de la musique, donc je crée des morceaux. Je fais du dessin, donc je crée des univers. Et je pense que c'est juste le côté, la suite logique, cette envie de créer. Quand j'ai créé Amtex, je l'ai fait avec une envie qui est tirée de mes expériences professionnelles, mais c'était de me dire, une petite structure peut offrir un niveau de performance, d'exigence et de qualité, quasi instantanément dès sa création, parce qu'on réfléchit à son modèle organisationnel. Voilà. Et cette envie d'aller vers ce modèle idéal pour moi, elle est venue de ce que j'ai trouvé de très bien chez certains de mes employeurs ou de clients de mes employeurs, et aussi de ce que j'avais trouvé parfois trop bridant, trop limitant, trop lourd. C'est de me dire, aujourd'hui tu vas créer un modèle d'organisation innovant qui permet à une structure, même au début de 3-4 personnes, de prétendre à un niveau de productivité, de suivi, de gestion de projet qu'on trouve chez les grands comptes. C'est avec fierté que je peux dire qu'on y est rapidement arrivé et qu'aujourd'hui on a un modèle organisationnel qui nous permet d'être ultra compétitif et que très peu d'entreprises ont. Est-ce que tu as eu l'envie d'entreprendre tout de suite, très rapidement, tu t'es dit j'ai envie d'entreprendre dans l'industrie, ou c'est au fur et à mesure de ton parcours professionnel que ça s'est affiné, ou Alors l'industrie, je suis tombé entre guillemets très rapidement dedans, puisque j'avais quel âge, 16 ans quand j'ai fait mon BEP, donc je suis tombé dedans. C'était pas du tout la voie dans laquelle à laquelle je me prédestinais, puisque je voulais faire un bac A3 à l'époque, donc c'était les bacs de dessin. On m'a envoyé, parce que j'étais pas un élève parfait dans la filière technique. J'en suis complètement tombé amoureux, et j'ai toujours été animé aussi par la volonté de me dire que c'est du patriotisme, me dire que en France on sait faire des choses, et que j'aimerais ça rejoint un petit peu sur l'aspect création dont je parlais tout à l'heure aussi, contribuer à créer de l'emploi, à montrer qu'on a des savoir-faire, faire de l'innovation. Et donc l'industrie, c'est le vivier parfait pour alors à l'époque il n'y avait pas les nouvelles technologies, donc on était l'industrie était le vivier idéal pour apporter cette contribution-là. Tu parlais de patriotisme économique. Après, on a tous les mots souveraineté, Made in France.
Justement, est-ce que c'est compliqué en 2020 pour une entreprise française, une PME comme la tienne, de continuer à produire et à créer en France, ou est-ce que tu sens depuis que tu as créé la société qu'il y a eu on va dire des améliorations de ce côté-là, que ça soit au niveau de la relation avec les clients finaux français ou des aides de l'État ou des régions La relation avec les clients, elle a pas mal évolué. Alors, c'est une vision sur une fenêtre de tir de 12 ans, hein, donc on peut pas en faire une généralité. Mais ce qu'on a vu sur ces 12 années, c'est un cycle où le prix a primé, où on est arrivé sur une fin de cycle où le prix a primé, et il y a eu très rapidement, faut savoir que nous on a quasiment au bout de 6 mois, on a attaqué à faire du chômage technique parce qu'il y a la crise 2008-2009 qui arrivait par là. On a vu à la sortie de cette crise-là que le côté technique, le poids technique reprenait un petit peu le dessus par rapport au prix. Et ce qu'on sent en tendance, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est aussi par rapport à notre positionnement, hein, on va sur de l'expertise. Donc, ce que les clients vont préférer payer peut-être un peu plus cher quelque chose qui va leur assurer, par contre, derrière, si on parle d'outils de production, un niveau de taux de service qui va être plus élevé, ou une réactivité éventuellement aussi, que s'ils vont aller chercher le prix dans les pays asiatiques. Je pense qu'il y a une petite évolution. Je peux pas parler de patriotisme économique comme on peut le trouver en Allemagne, et c'est à mon grand regret bien dommage qu'on n'ait pas cette approche-là en France. Mais malgré tout, on sent qu'il y a une petite évolution qui peut aussi s'expliquer parce que les structures des entreprises avec lesquelles on travaille ont perdu en interne une part de leur savoir-faire technique. C'est-à-dire qu'on va certains services méthodes ou même des bureaux d'études internes sont partis, donc ils s'appuient un peu plus sur les sous-traitants, ce qui est une opportunité pour nous. Et donc j'ai envie de dire la composante prix sur le marché national, forcément si on est 3 fois plus cher, on n'aura pas l'affaire, mais là, peut-être on va dire contrecarré par l'aspect technique et expertise. Ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'on se positionne sur l'un de nos marchés qui s'appelle l'ingénierie des process d'usinage, sur la fourniture d'équipements destinés à la production de pièces grande série. Donc on s'adresse à des sites français, mais aussi beaucoup à des sites étrangers. On arrive à être relativement compétitif et à peu près sur cette activité-là, on a à peu près 50% de nos équipements qui partent à l'étranger. Voilà. En face, on a des concurrents qui peuvent être hongrois, polonais, italiens, portugais, et aussi parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, on a travaillé sur notre performance organisationnelle, on arrive à être compétitif, avec une fabrication 100% faite en France. Voilà. C'est-à-dire que je ne conçois pas et j'envoie pas mes pièces se faire fabriquer dans les pays low cost. C'est une production, on va dire, quasi 100% corrézienne. C'est intéressant ce que tu racontes là parce que c'est un peu contre-intuitif avec ce qu'on entend, le discours sur le fait que le taux horaire en France, notamment pour les ingénieurs, est beaucoup plus élevé que ceux par exemple dans les pays de l'Est. Et donc là, tu nous dis que malgré, entre guillemets, malgré cela, tu arrives quand même à rester compétitif parce que tu as beaucoup travaillé sur l'aspect organisationnel pour avoir un côté ultra efficient qui te permet d'être compétitif avec des pays où les normes sociales sont pas les mêmes. C'est ça. C'est-à-dire que notre principe de fonctionnement et on va dire mon leitmotiv un peu, c'est de supprimer toutes les tâches improductives. Alors je prends souvent l'exemple très bête des transferts de nomenclature d'un logiciel de CAO vers un ERP. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'exemple le plus bateau. Il y a 2 façons. C'est je génère un fichier Excel qui est généré totalement autonome ou tout type de format par le logiciel de CAO. Alors, je mets aussi dans le contexte PME, je parle pas des grandes structures avec des PLM, ainsi de suite. Et après, c'est de demander à quelqu'un de le ressaisir. Voilà. C'est totalement inintéressant, ça n'apporte absolument rien et ça fait perdre du temps à tout le monde. La solution basique, c'est de se dire, et ce qu'on a fait, c'est de faire une passerelle
qui reproduit l'image instantanément de ce qu'on a dans la CAO, dans notre ERP. Il y a pas, là, c'est pas particulièrement innovant, c'est même une évidence de le faire. Mais c'est au travers de ces approches-là, des dématérialisations complètes des processus, énormément des gestions automatiques de tous les fichiers, de toutes les préparations des dossiers techniques. Voilà, c'est des choses qu'on a mis en place sur des développements faits par MTEX en interne, qui nous permettent aujourd'hui et en particulier un ingénieur, il a une information à renseigner à un moment donné, c'est le nom de sa pièce, et après, il ne gère plus aucune donnée à part celle qu'il va mettre dans son modèle, celle qu'il va utiliser dans son calcul élément fini. Mais voilà, de façon à se concentrer uniquement sur ça. Ce qui fait qu'on a derrière, ce qui est très important, c'est une structure non productive qui est très light. C'est-à-dire que on a aujourd'hui 2 personnes qui sont au service achat et une personne qui fait la fonction RH parce qu'on a priorisé la fonction RH. Voilà aujourd'hui comment est structurée la partie, quand je dis non productive, au sens par rapport à la partie ingénierie, mécanique et mécatronique, pour 25 personnes. Mais du coup, est-ce que tu avais cette vision dès le départ en créant la société, ou est-ce que c'est au fur et à mesure que tu t'es rendu compte que pour être compétitif, il fallait que tu aies ce côté-là un peu vraiment ultra efficient? Non, ça a été ce qui a fait qu'on a eu un modèle d'entreprise un peu particulier, que certains fournisseurs nous ont pris un peu de haut au début, c'est-à-dire quand on a créé la boîte, on a enrichi le système sur 12 ans, mais il y avait un mode de fonctionnement qui était pouvait sembler un peu psychorigide pour une boîte qui venait juste de se créer. Mais c'était fait dans l'optique surtout de me dire que dans 12 ans, le modèle en l'enrichissant devait, dans sa structure, dans sa colonne vertébrale, rester identique. Voilà. Donc ça a été vraiment, quand j'ai créé MTEX, je me suis dit, voilà, j'ai rencontré plein de cas d'emploi, d'exemples de situations qui m'ont dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc je suis parti de tous ces retours d'expérience, j'ai filtré, j'ai gardé l'essence de ce qui me semblait être pertinent, et j'ai vraiment créé un texte. Même au préalable, il y avait déjà des fonctions qu'on avait précodées. On utilise Katia, qui était déjà intégrée sous Katia lorsqu'on a créé un texte. Voilà. Il faut dire pour ceux qui ne connaissent pas, Katia, c'est un logiciel de SAO, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc dans ma fonction précédente, j'avais pu commencer à réfléchir à comment automatiser certaines tâches, et donc on a pu se lancer d'entrée de jeu avec ces fonctions. Tu parlais tout à l'heure du fait que vous pour une certaine partie de votre business, vous vendiez jusqu'à 50% à l'étranger, donc à l'export. Une question par rapport à l'export, du coup, est-ce que c'est du petit ou du grand export? Et est-ce que c'est des clients, typiquement des grands groupes français qui ont des usines à l'étranger et qui vous demandent de les fournir dans ces pays-là parce que vous avez fait du bon travail avec eux en France, ou est-ce que c'est vraiment des prospects purement étrangers que vous avez démarchés par vous-même? Alors pour l'instant, on est dans le modèle où ce sont des clients français avec qui on travaille sur des sites français qui nous mettent ensuite en relation avec les sites étrangers parce qu'ils sont satisfaits du travail qu'on leur fournit. On a attaqué cette année. Donc c'est ce que j'appelle on fait du business, mais de façon passive sur l'étranger. Aujourd'hui, on a amorcé une approche où on va être proactif, où on a au travers d'un premier stagiaire, et on va continuer à partir du mois de janvier, à aller directement faire de la prospection auprès de clients étrangers. Donc on a ciblé une zone principalement dans l'Europe de l'Est. Et donc là, ce qu'on a surtout fait, c'est aussi préparer l'entreprise, mais dans sa globalité, à aller chercher des clients à l'étranger. C'est-à-dire qu'il faut être capable, alors c'est bête ce que je veux dire, mais de répondre aux clients. Il faut avoir un répondeur avec au moins un message en anglais, des sites internet adaptés, tous les documents administratifs de l'accusé de réception de commande. Voilà. Donc on a fait sur l'année 2020 ce travail, on va dire, de préparatoire pour aller chercher des clients à l'étranger, et on va attaquer la phase commerciale au mois de janvier. Ce qu'il est important en effet de pas dépendre uniquement de clients français,
Donc maintenant, on a les références, on a une petite idée quand même des attendus de chaque pays en termes de services, de relations, parce que l'humain est aussi très important dans nos métiers. Donc, 2021, c'est comment aller chercher du client à l'étranger. Et je reviens juste sur ce que tu disais pour les grands groupes français qui te mettent en relation avec les grands groupes ou les ETI qui avaient des usines en Europe de l'Est, qui te mettaient en relation avec leurs collègues là-bas. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu parlais d'Allemagne tout à l'heure. C'est vrai que on sait que les entreprises allemandes ont le réflexe de faire venir leurs fournisseurs ou leurs sous-traitants directement sur leur site à l'étranger. Les grands groupes français, c'était un peu moins le cas. Est-ce que eux, c'est des grands groupes qui ont fait la démarche d'eux-mêmes en disant bah tiens, on a une usine en Hongrie ou en Pologne et on aimerait que tu ailles travailler là-bas, ou c'est quand même toi qui as dû leur demander de faire la mise en relation? Est-ce que c'est venu d'eux-mêmes en disant bah tiens, on a un bon fournisseur en France, on aimerait le faire travailler à l'étranger, ou est-ce que c'est toi qui as fait la démarche de leur demander? Non, là, c'est eux qui nous ont spontanément proposé d'accéder à ces marchés-là. D'accord. Alors globalement, ils centralisent les demandes de tous les sites. Et donc, passer un certain cap, ce qui est tout à fait compréhensible, on travaille d'abord avec les sites les plus proches, et après, on peut aller vers les sites étrangers. Quels sont les projets de ta société pour les 5 prochaines années? Pour les 5 prochaines années, donc c'est continuer le développement d'Amtex, continuer à étendre notre couverture géographique. Donc, je le disais tout à l'heure, on a un site à Lyon, on a un site à Nantes. On a un objectif d'ouverture initialement prévu en fin 2021, donc on va légèrement reporter cause Covid, d'un site dans le nord de la France. Et ensuite, c'est d'arriver à s'implanter à l'étranger. Donc, on vise une implantation en Allemagne pour pouvoir accéder, je dirais, à ce marché de l'industrie mécanique qui est quand même très, très puissant, très important en Allemagne, mais comme je disais tout à l'heure, qui est aussi très fermé pour les sociétés étrangères. Ça, tu t'en es rendu compte pour l'Allemagne, c'est un sujet que je trouve intéressant. Tu t'en es rendu compte en essayant de démarcher des Allemands et ils t'ont fait comprendre qu'il fallait être sur place pour pouvoir avoir une chance de répondre aux appels d'offres? Alors, c'est ce que j'ai ressenti. J'avais aussi, au travers de mes expériences antérieures, eu l'occasion de collaborer avec des sociétés allemandes. Et oui, ce côté un peu marché hermétique, on le ressent. Et même des fois de façon un peu paradoxale, puisque certains de nos clients vont acheter des machines auprès de sociétés allemandes. Sur ces machines, on va nous y installer, on est en mesure de proposer nos services pour fournir les moyens et les équipements qui vont dessus. Mais malgré les millions d'euros investis par nos clients ont parfois du mal à nous imposer comme fournisseurs. Voilà, donc c'est quand même une approche très particulière. On a essayé, au travers de différentes prospections, de se positionner sur des prestations en Allemagne. Ils nous ont dit que ça les intéressait pas. Hein. Après, il y a plein de raisons. Hein. Après, pourquoi aller chercher une société en Corrèze? Autant d'un autre côté, pourquoi aller chercher, quand on est en France, une société en Allemagne? Donc, c'est que si à partir du moment où il y a vraiment une qualité de service, un savoir-faire, on doit pouvoir y accéder. Mais il y a un peu plus de barrières et barrières culturelles également, parce que on est quand même dans une philosophie latine et c'est pas exactement la même qu'on va retrouver en Allemagne. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix, soit sur sa base arrière qui est la Tchéquie, soit directement en Allemagne, de viser une implantation. Donc ça, c'est un beau projet qui va vous occuper dans les prochaines années, je suppose. Ouais, c'est ça. Alors c'est une réflexion qu'on mène depuis déjà 2 ans, mais voilà, il faut y aller en prudence parce que on reste une petite structure et on peut pas déployer toutes nos ressources sur le commercial ou sur des projets de ce type-là qui sont chronophages et demandent beaucoup de ressources sans mettre en péril l'entreprise. Donc on y va, par itération. On a fait Nantes cette année, on va viser le nord de la France d'ici 2 ans. Et voilà, si les voyants sont ouverts et que notre stratégie de proximité avec les clients s'avère être porteuse, on franchira le cap pour aller à l'étranger. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et du coup, on arrive au terme de l'entretien, Fabrice. La question traditionnelle, si tu avais 1 ou 2 conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, un peu comme toi à l'époque, dans l'aventure de l'entrepreneuriat, dans l'industrie en plus, quels seraient pour toi les
les 2-3 trucs et astuces? Donc, il faut être conscient de ce qu'on peut réellement apporter à nos prospects et clients. Ça, c'est la première chose. Donc ça dépend de ses propres compétences. Et le deuxième point, c'est que c'est en 2 phases. C'est-à-dire qu'il faut quand même réfléchir à nos avantages, à notre business model, mais en même temps, passer un certain cap, il faut arrêter de réfléchir, et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a fait notre lancement d'entreprise, il s'est fait en 2 étapes. Un premier coup, on s'est dit non, on n'a pas les voyants au vert, on va itérer, on va modifier, réajuster. Et après, on a créé le contexte pour créer l'entreprise et se lancer. Par contre, vient un moment où les business plans, ça donne des tendances. Voilà, on se dit soit on va rester 2 personnes, soit on veut être 20, soit on veut être 100. Et c'est très important de savoir où est-ce qu'on va. Mais il faut aussi, à un moment donné, surtout au début, arrêter de réfléchir et de se dire, de toute façon, pour moi, c'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Et si ça casse, c'est qu'on n'était pas là au bon moment, c'est qu'on n'a pas été bon. Mais si on est toujours à se remettre en cause, à se reposer des questions, vient un moment où on se décide pas et on n'avance pas. Si vraiment pour se lancer, il faut être conscient de ça, c'est qu'à un moment on va aller dans le grand vide. Ça procure plein de sensations, de la joie, du stress, des fois des grosses déceptions. Il faut se dire qu'il faut pas se poser la question et avancer et on verra ce que ça donne. Il faut savoir oser. Voilà, il faut savoir oser, c'est ça. Fabrice, je te remercie infiniment pour le temps qu'on a passé ensemble. Je te souhaite plein de succès avec MTEX dans tous vos projets. Écoute, je te remercie beaucoup. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec notre invité. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode. À jeudi!